L'objectif est vraiment de vous apporter du contenu. Et donc ce contenu, c'est qu'on va voir 10 conseils qui vont être reliés avec des erreurs à éviter. Et ensuite, on aura toute une partie qui va expliquer de façon très descriptive quel graphique est adapté à quelle utilisation. En introduction et pour démarrer, ce que l'on doit voir aujourd'hui, c'est que les graphiques s'utilisent partout dans tous les contextes. On en voit évidemment à la télévision, on en voit sur le web, on en voit dans des infographies. C'est utilisé comme argument commercial, c'est utilisé aussi comme facteur de propagation virale, c'est aussi utilisé pour illustrer bien entendu les KPI, les indicateurs clés dans une entreprise. C'est utilisé aussi pour avoir des progressions, des baisses, etc. Très souvent, les gens utilisent Excel pour les faire, ou la suite Office, mais on va voir que forcément Excel, c'est un outil qui est difficilement dynamique quand on est notamment sur de l'alimentation en continu. Très souvent, on finit par s'y perdre, les macros finissent par exploser, etc. Donc il y a aussi des personnes qui vont pouvoir utiliser des outils de graphisme très élaborés, et c'est plutôt, là on est plutôt sur des web designers ou des designers en général, qui vont aller utiliser des outils spécifiques par rapport à ça. Nous là l'objectif, c'est vraiment de vous donner du concret, de vous amener de la manière pour arriver à la bonne utilisation des graphiques, parce qu'on voit trop souvent des choses qui sont pas très cohérentes sur Internet, mais aussi à la télévision, on verra quelques exemples. Donc on va aller sur cet aspect, nos 10 conseils. Et c'est là où je vais commencer à vous faire intervenir. Conseil numéro 1, il s'agit ici de faire simple. Là, je ne vais pas forcément trop vous faire intervenir pour vous indiquer que ce graphique-là est illisible, évidemment. En tout cas, il n'est pas lisible pour le commun des mortels. C'est un graphique de boursier. Et sur ce graphique-là, concrètement, on a à peu près tous les types de graphiques sur un seul élément graphique. On a ici de l'histogramme, on a ce qu'on appelle des lignes et des courbes, on a des airs également qui sont coloriés, on a des lignes, enfin on a un petit peu de tout, du coup, ce qui le rend très difficilement compréhensible, et ça c'est un des objectifs évidemment à se mettre quand on commence à faire des graphiques, c'est qu'il faut que ça soit facilement compréhensible, facilement intelligible par tout le monde. On va voir un deuxième exemple, c'est ce que l'on appelle ici l'échelle faussée. L'échelle faussée, c'est très simple. Ici, ce qui s'est passé, donc on est, pour ne pas le nommer, sur un graphique qui a été fait dans une télévision américaine, assez connue. J'ai repris des chiffres qui étaient moins polémiques, donc vous verrez, tous les graphiques ont un certain nombre d'années pour éviter les polémiques dans la durée, dans la temporalité. Ici, donc, on nous parle donc du chômage, grosso modo, et par quarter. Sauf qu'il y a une grosse erreur qui est faite, c'est que déjà l'échelle, elle ne prend pas en compte des mêmes mois. Donc on vient comparer un mois de décembre avec un mois de septembre, avec un mois de mars, avec un mois de juin, en sautant tout ou partie d'une année, tout ou partie de certaines années. L'objectif ici, il a une visée de vous convaincre, d'influencer votre opinion. Grosso modo, ce qui a été fait ici, c'est qu'il y a d'abord une droite qui a été tracée, sur laquelle ensuite on a positionné des chiffres de façon complètement aléatoire. Donc là, c'est aussi un point, alors là, je dirais plutôt en tant que citoyen, à bien faire attention évidemment, c'est que certains graphiques, certaines informations ont parfois des visées de vous influencer. Et donc, il faut y prendre bien garde, évidemment, là-dessus, et ne pas faire l'erreur quand on est soi-même créateur de graphiques. Un autre exemple, toujours dans le même conseil de bien respecter les échelles, c'est de démarrer l'échelle avec un certain niveau. Là, ici, on choisit de nous faire peur avec ce graphique en parlant de tout ce qui est ce qui se passe à la frontière aux États-Unis, la frontière États-Unis-Mexique, et le nombre d'arrestations qui ont lieu à la frontière. Et du coup, on cherche à nous montrer qu'en 2013, comme par hasard, il y a eu une énorme progression. Sur le graphique, on a l'impression que tout a doublé, en fait. Alors que non, c'est juste que l'échelle ici, elle démarre à 150 000, grosso modo. Donc 165 000 est établi avec un petit niveau. 170 000, on voit déjà qu'il y a une progression. Et là, bam, on a l'impression que 192 000, on a une explosion, qu'on a quasiment triplé par rapport à 2011, qu'on a quasiment doublé par rapport à 2012, alors que non, finalement, il y en a 22 000 de plus, donc un pourcentage finalement
assez faible. Donc là encore, l'objectif, il est de convaincre, il est de vous influencer. Donc ça, il faut toujours faire très attention à respecter les échelles et donc à démarrer les échelles à un niveau idéalement 0 dans la majeure partie des cas, mais parfois bon, ça peut être différent, mais idéalement, il ne faut pas avoir ce genre de comportement qui peuvent induire là aussi de la manipulation d'opinion. Troisième conseil, c'est celui d'éviter les artifices, dans les graphiques notamment. Ici, ce que l'on remarque, alors je vais vous poser la question, à votre avis, par qui a été fait ce graphique? Je vais vous laisser juste quelques secondes pour y répondre. Voilà, donc la réponse vient en effet assez rapidement par McDonald's. En effet, donc McDonald's ici cherche à se montrer très gros, à argumenter par rapport à une taille qui est artificiellement tronquée. Ici, on nous dit sur le graphique, Burger King fait 11,3 billions de ventes. McDonald's en fait 41, donc normalement à peu près 4 fois plus sur ce graphique-là. Sauf que ici, si on met à l'intérieur du M de McDo le logo de Burger King, on peut quasiment en mettre 7, alors que concrètement, le M de McDonald's ne devrait être que 4 fois plus gros que le logo de Burger King. Là encore, on cherche à influencer une opinion, à influencer des choix, à influencer via un argumentaire. Donc bien faire attention à l'utilisation d'artifices, notamment quand ils sont tronqués, parce que ça peut revenir en mode boomerang après, quand on a des personnes qui sont un petit peu analystes là-dessus. Quatrième conseil, c'est celui de bien penser vos couleurs. Là ici, on a sûrement quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à faire son graphique et qui du coup a mis des filtres sur le graphique, et quand on met le filtre sur la nation, donc là j'ai repris toujours des exemples aux États-Unis, bah du coup on n'a plus qu'une seule couleur, donc on a une forme d'homogénéisation complète et totale qui finalement ne dit plus rien en termes de graphique, on n'a plus d'informations dans ce cas-là. Donc là, faire très attention à l'utilisation des échelles de couleurs, et on va voir que ça a de l'impact aussi quand on va parler du print notamment, mais c'est un des conseils sur lequel je vais revenir à la suite. Conseil numéro 5, faire très attention à l'usage de la 3D. La 3D, bon déjà c'est plus tellement à la mode dans les graphiques, aujourd'hui on est plus sur des notions de ce qu'on appelle du flat design depuis quelques années notamment, donc du design à plat, donc plutôt des graphiques en 2D en fait. Et là, ce qui se passe ici, c'est qu'on a tellement fait une belle 3D que du coup, on a des éléments qui arrivent dans le fond. Et les éléments qui arrivent dans le fond, bah, on les lit quasiment pas. C'est très difficile de regarder finalement. Là, cette espèce de polygone ici, celui du milieu, il est très difficile à lire, très difficile à comprendre. Donc du coup, on n'a pas forcément les informations qui nous conviennent. Moi, ce que je vous conseille ici, quand vous vous posez la question est-ce que je fais de la 3D ou est-ce que je fais pas de la 3D, pardon, posez-vous une seule question, c'est est-ce que ça va apporter quelque chose en termes de lisibilité à la personne qui va venir regarder mon graphique? Si votre réponse est non à cette question-là, restez sur de la 2D, c'est beaucoup plus simple et moins risqué, on va dire. Sixième conseil, c'est le trop-plein d'informations. Très souvent, notamment tous les chercheurs, assez régulièrement, veulent mettre beaucoup d'informations dans les graphiques et au détriment de la compréhension. Tout le monde n'a pas le cerveau fait de la même façon et l'objectif des graphiques est d'être compréhensible et intelligible. Ça n'est pas rempli dans le graphique que je vous présente ici, parce qu'on a tout simplement trop d'informations. Donc là encore, j'ai pris des vieux jeux de données pour ne vexer personne sur l'utilisation des exemples, mais là ici on n'arrive plus rien à lire en fait. En plus, la personne s'est un petit peu trompée, c'est-à-dire que l'année 2004, donc la plus récente dans ce graphique-là, a été mise dans le fond, et l'année 94 est celle qui a été mise devant. Donc du coup, on perd un petit peu là aussi en lecture, en interprétation qui aurait pu être utile. On va même pas parler du fond avec des bananes qui n'apportent absolument rien ici et qui vient juste perturber là encore la lecture, ni sur les jeux de couleurs. On était de toute façon sur des graphiques qui se faisaient il y a une dizaine d'années, donc on va pas juger a posteriori des choses avec notre œil de maintenant. Conseil numéro 7, c'est qu'il faut penser que la plupart des graphiques sont imprimés sur papier à un moment donné de leur vie et que très souvent les gens dans nos entreprises impriment en noir et blanc. Pourquoi? Parce que l'encre coûte cher en couleur, n'a pas forcément de pertinence.
Et par contre, on se retrouve parfois avec des véritables pépites, parce qu'il y a des gens qui font de l'imprimerie journalistique quotidienne et qui donc seraient censés quand même vérifier un petit peu ce qui sort en print. Et là, ici, on a un magnifique titre qui était à l'époque « Obama divise la nation ». Et le graphique qui est représenté ici avec une carte des États-Unis affiche une même couleur. Donc en fait, affiche justement quelque chose de pas du tout divisé. Donc là encore, c'est des personnes qui n'ont pas du tout réfléchi au fait qu'ils allaient imprimer leur journal en noir et blanc, ce qui est assez croustillant là-dessus. Pour vous, toujours imaginez qu'il y a des personnes qui vont pouvoir imprimer vos tableaux de bord et qui vont peut-être le faire sur une imprimante qui ne sera pas une imprimante couleur. Conseil numéro 8, c'est celui de bien choisir son graphique. À votre avis, pourquoi ici ce graphique est un très mauvais choix pour exprimer le jeu de données que l'on exprime dans le graphique que je vous montre ici? Je vous laisse là aussi quelques secondes pour vous exprimer là-dessus. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu sur le sujet. Alors, on a plusieurs réponses qui arrivent. Il est difficile de voir la différence sans regarder les chiffres. Trop de données pas lisibles. Les deux sont tout à fait vrais. Ici, on a un graphique qu'on appelle en France le graphique camembert, qu'on appelle la paille, la tourte aux États-Unis, qui s'appelle en général un graphique sectoriel. Un graphique sectoriel, ce n'est bon que quand on a un certain nombre de données. Là, ici, on a trop de données, tout simplement pour venir le mettre dans un graphique sectoriel. Donc, du coup, on n'y voit plus rien. On voit juste que c'est Ohio State, Kansas et Duke qui sont les trois premières. Tout le reste, grosso modo, on n'arrive pas à le lire, on n'arrive pas à le comprendre. Donc ça, on pourrait en effet, comme le dit Thierry, faire des regroupements, par exemple par État, ici pour ce graphique, pourquoi pas, ou par zone géographique, pour que ça soit rendu lisible. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles de faire dans des logiciels d'analyse comme Vocasa par exemple. On a la capacité aussi à faire des regroupements. Là, en tous les cas, il aurait fallu mettre un autre type de graphique, et on va voir justement ces types de graphiques-là à la suite. Conseil numéro 9, c'est qu'il faut penser au digital. Quand on fait notamment des tableaux de bord, quand on fait des rendus graphiques quels qu'ils soient, il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, il y a quasiment 60% en général, quelle que soit la production web qui est faite, qui est lue depuis un smartphone, depuis un téléphone mobile. Donc du coup, il faut vraiment réfléchir à ce que les tableaux de bord, les analyses qui sont faites, les KPI de production qui sont mis en place, puissent être lus, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Donc il faut vraiment réfléchir là encore responsive design, et ce sont des exemples que je vais m'attacher aussi à vous montrer. Dernier conseil, c'est de rendre attractif et dynamique vos graphiques, vos tableaux de bord. Pour ça, il est conseillé d'utiliser des animations. Vous le voyez un petit peu dans les graphiques qui sont publiés sur lemonde.fr, l'équipe.fr, si vous êtes plus sportif là-dessus. C'est des graphiques qui sont toujours animés, dans lesquels on peut cliquer. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet à la personne qui vient regarder la donnée de se l'approprier en partie. Donc pour vous montrer, vous illustrer tout ça, je vais vous montrer juste un petit exemple. Donc je vais partager mon écran et j'espère que vous allez pouvoir tout voir. Donc normalement, là, ça doit apparaître. Je regarde mon collaborateur pour savoir si tout apparaît bien convenablement. On me fait signe que oui, c'est bon. Donc ici, c'est quelques exemples pour vous montrer des graphiques divers et variés. Vous voyez, je peux cliquer à l'intérieur. Là, je suis sur un graphique qui exprime le taux de retour sur une enquête, par exemple, ou le type de terminal qui a été utilisé pour répondre à un questionnaire. Donc on voit que 63% répondu sur un smartphone, 30% depuis un ordinateur, 6% depuis une tablette, etc. Et puis on a des graphiques aussi un petit peu plus avancés dans lesquels, vous voyez, on peut s'amuser à zoomer, dézoomer. Donc on est sur des graphiques, du design qui est assez sympa à regarder. Donc là encore, pour vous montrer l'exemple de KPI, de production, des graphiques avec ce qu'on appelle des jauges, des radars, l'équivalent des tableaux croisés dynamiques Excel, mais mis en place sur du web directement, dans lequel on peut s'amuser à cliquer,
pour venir comparer plus ou moins facilement des informations. Donc voilà, donc ça c'est le type de graphique, je dirais, où on s'est habitué à avoir ça en tant qu'utilisateur. Donc c'est vrai qu'en tant que personne qui produit des graphiques, ben, on doit aussi être en capacité à donner ce genre de niveau-là. Donc je vais revenir sur la présentation. Alors on a quelques questions. Vous utilisez quelle technologie pour vos graphes? C'est la technologie de Vocasa, puisque nous-mêmes on est fournisseur d'un outil d'analyse, donc sur les enquêtes essentiellement. Donc c'est notre propre technologie pour les graphiques que je viens de vous montrer en l'occurrence. On va continuer du coup la présentation pour mettre en avant quel graphique par rapport à quelle utilisation. C'est le deuxième volet de ce webinaire. L'idée, c'est de vous donner les clés, là encore, de réussite pour la production de vos propres graphiques. On va voir les différents graphiques. Alors je vois que j'ai un peu de pixelisation donc, sur l'élément que j'ai ici, mais on vous enverra la présentation où ça pixelise un petit peu moins. Le premier graphique, celui qu'on utilise le plus, mais qui est très souvent le moins bien utilisé, c'est celui qu'on appelle le graphique sectoriel, le secteur, ou le graphique camembert. On l'utilise principalement pour visualiser des données proportionnelles et pour visualiser des pourcentages. On l'utilise quand on veut illustrer une proportion, donc c'était un petit peu le cas tout à l'heure, mais il y avait trop de données. Exemple, les différents métiers des répondants à une enquête, pour savoir leur catégorie socio-professionnelle, donc ça peut être très pratique dans ce cas-là. Quelques précisions là-dessus, on ne l'utilise surtout pas pour comparer, et c'est la principale erreur qui est faite quand on voit des graphiques sectoriels, c'est que les gens cherchent à comparer des choses, et ce n'est pas fait pour comparer. Ce qu'on estime, nous, chez Vocasa, c'est qu'au-delà de 6 quartiers, donc de 6 informations quelque part, 6 modalités de réponse, il vaut mieux privilégier les barres, soit les barres horizontales, verticales, l'histogramme, par exemple, sera à privilégier dans ce cas-là. Donc on en vient au deuxième type de graphique, les barres horizontales. Là, l'idée, on va l'utiliser pour pouvoir comparer rapidement des informations. Donc là, il y a un objectif de comparaison pour voir là où on est le meilleur, là où on est le moins bon, etc. Pour visualiser donc du coup les points forts, points faibles, montrer aussi les principales tendances, éventuellement sur un secteur, sur une opinion, sur un avis. On va l'utiliser principalement quand on a derrière des informations des valeurs numériques, et on va l'utiliser aussi lorsque on est sur des choix uniques, pas trop quand on est sur du choix multiple notamment. Quelques précisions encore là-dessus pour vous donner toujours des petits conseils en plus. L'utilisation de plusieurs graphiques à barres dans un tableau croisé dynamique permet la comparaison. Donc ceux qui sont habitués à utiliser Excel et des tableaux croisés dynamiques, vous allez pouvoir avoir des comparaisons très intéressantes. Il faut bien faire attention au jeu de couleurs que vous utilisez. Donc ça peut être des dégradés de couleurs, pourquoi pas, mais il faut bien différencier du coup chaque barre avec des couleurs qui sont bien différenciantes. Et on peut exprimer aussi les points positifs et négatifs avec un axe comme base afin de bien visualiser, là encore, les points forts, points faibles. C'est aussi l'un des plus utilisés, évidemment, les barres horizontales. On aura l'histogramme, donc qui ressemble beaucoup à l'autre, mais mis dans un autre sens généralement. On va l'utiliser pourquoi? Pour connaître la répartition des données entre des groupes, donc bien voir les différences, tester des approches différentes de représentation. Il ne faut pas s'interdire de dire qu'est-ce que ça donne dans un histogramme, qu'est-ce que ça donne dans des barres horizontales. On va le mettre en place quand on veut justement comprendre la répartition des données. Exemple pour nous dans nos métiers, un taux de satisfaction par taille d'entreprise, par exemple. Là du coup, l'histogramme est très adapté. Quelques précisions là-dessus, on pourra utiliser des filtres par-dessus pour aller plus loin et tester différents groupes et sous-groupes. Par exemple, je veux mon taux de satisfaction pour les femmes et pour les hommes, d'un côté, puis après je veux descendre dans l'analyse, je veux mon taux de satisfaction pour les femmes de 35 à 45 ans qui ont acheté tel produit dans le dernier mois, par exemple. Donc là, je vais pouvoir avoir une descente dans l'information qui va être intéressante pour justement faire ressortir des catégories. On aura ensuite les lignes et les courbes. Donc là, les lignes et les courbes, c'est un petit peu celui qu'on avait vu dans le graphique boursier au début. L'idée, c'est de relier en fait par des points des valeurs individuelles. Des valeurs individuelles qui peuvent être très souvent représenter une période, représenter une tendance sur une période. Ça va permettre du coup de visualiser ce qu'on appelle une séquence. C'est très pratique quand on veut comparer de la donnée sur une échelle de temps, notamment. Exemple, un taux de réponse par jour, par semaine ou par mois. Un taux de satisfaction, nous dans le domaine des enquêtes,
par semaine, par mois, par trimestre, par année, va du coup avoir beaucoup d'intérêt quand on le représente avec une aire, avec une courbe. Quelques précisions, les graphiques contenant plusieurs lignes peuvent être utiles, mais attention là encore, il ne faut pas mettre trop de lignes. Là encore, on estime que 3 à 6 lignes c'est bien, au-delà de 6 lignes on commence déjà à perdre un petit peu en lisibilité. C'est idéal évidemment pour exprimer des tendances en comparaison avec du temps, de la temporalité. Les aires, ça vient apporter tout simplement un plus par rapport aux lignes aux courbes, mais fondamentalement c'est la même chose. Mais on vient faciliter la compréhension du cerveau humain en utilisant des jeux de couleurs. Donc l'objectif ici est de faciliter la lecture en disant je vais colorier une aire en rouge, en vert, etc. selon si c'est positif ou négatif. Et en fonction de ça, ça permettra à la personne qui vient regarder mon analyse, qui vient regarder mon graphique, de comprendre plus rapidement les choses. On va l'utiliser lorsqu'on le souhaite mettre en relief une série de valeurs avec des couleurs justement. Et on peut l'utiliser aussi, c'est un petit peu plus fin, mais pour aider à visualiser les écarts justement entre les différentes lignes, les différentes courbes. Une précision, il faut faire du coup apparaître très proprement la légende de façon à ce qu'elle soit très lisible et donc de rendre compréhensible évidemment votre graphique. On a également les graphiques radars, que l'on appelle plus vulgairement le graphique araignée. Là, ici, on va l'utiliser pour représenter les données grâce à un ensemble de points qui vont être répartis autour d'un cercle, généralement. C'est très utile pour comparer des grands jeux de données entre eux et pour comparer plusieurs séries de données entre elles. On peut du coup comparer comme cela des profils par rapport à un objectif. C'est très utilisé dans le domaine RH, dans le domaine des ressources humaines, ce type de graphique-là, pour visualiser justement des progressions et des régressions d'un salarié, ou alors d'un client aussi, ou d'un parcours client par exemple, ça peut être le cas. Donc là, on va l'utiliser quand on veut comprendre ses forces et ses faiblesses, quand on veut comprendre les avantages et les inconvénients de ce qu'on appelle une donnée à caractéristiques multiples, donc qui prend en compte plusieurs sources de données. Nous, on l'utilise beaucoup pour représenter le parcours d'un client, par exemple, pour voir là où notre parcours a des accros ou au contraire a des points forts. Quelques précisions là-dessus, la superposition de plusieurs radars entre eux peut être très utile pour voir les évolutions sur 2 périodes données, puisque là aussi on peut superposer 2 radars l'un par rapport à l'autre et voir là où on a régressé et progressé. On peut souvent mettre plus de caractéristiques aussi que dans des graphiques sectoriels. Dans un graphique sectoriel, on l'a vu tout à l'heure, on peut mettre jusqu'à 6 informations. Dans un graphique radar, dans les graphiques radar, on a implémenté les 20 questions de réponse à une enquête à l'intérieur d'un seul et même graphique. Donc du coup, on peut arriver à faire apparaître sur une seule visualisation l'ensemble des réponses à une enquête. Donc c'est évidemment très puissant comme type de graphique. On a ce qu'on appelle le nuage de points, donc qui est un petit peu moins utilisé, mais qui est parfait pour investiguer. Donc on va l'utiliser pour approfondir des informations, pour trouver des données atypiques. C'est-à-dire là où on a des répartitions qui sont très lointaines d'une masse, par exemple. Donc on va pouvoir comme ça visualiser les concentrations d'un côté et les données atypiques de l'autre. On va le mettre en place lorsque l'on cherche des relations entre différentes variables et lorsque l'on cherche des zones de risque également. Donc quelques précisions là-dessus, l'utilisation de filtres permet d'identifier des modèles de jeux de données, donc d'aller plus loin, là aussi dans l'analytique que vous pouvez faire, notamment dans une enquête ou un questionnaire, ce qui est ici notre métier pour Vocasa. On a un graphique qui est beaucoup utilisé dans la production d'indicateurs de performance, donc de KPI, c'est ce qu'on appelle les jauges. Et les jauges, c'est pour représenter des données de façon macro. On va représenter des données et les atteintes d'une donnée en fonction d'un objectif. Concrètement, c'est un petit peu l'exemple que l'on a vu tout à l'heure, on s'est mis un objectif d'avoir 9 sur 10 en satisfaction. Quand vous atteignez 9, la jauge se colorie automatiquement en vert. Si vous êtes à 7, elle va être en orange. Si vous êtes en dessous de 7, elle va être en rouge, par exemple. Là encore, l'objectif est d'aider le cerveau à aller plus vite dans son interprétation, dans la lecture que l'on va pouvoir avoir à faire. C'est pour ça qu'on en a beaucoup en place quand on a des tableaux de bord d'analyse, notamment d'enquête. C'est très utile, nous, dans notre domaine, sur les enquêtes à chaud,
parce que du coup, on va mesurer des évolutions par rapport à des objectifs. Quelques précisions, nous on s'en sert beaucoup dans le domaine des enquêtes. Alors je ne sais pas si c'est des sujets que vous connaissez, mais pour représenter ce qu'on appelle le Net Promoter Score, le CSAT ou le Customer Effort Score, qui sont des indicateurs de production dans le monde des enquêtes. Donc là encore, c'est parfait pour vos KPI. Si vous êtes intéressé sur ces notions de Net Promoter Score, CES, CSAT, on donne un webinaire aussi spécifique sur le sujet. Il y en a qui sont dans notre base de replay, on en a donné un il n'y a pas très longtemps dans les 2 derniers mois. On a également le nuage de mots. Donc là, le nuage de mots, l'objectif est d'aller sur de l'analyse de questions ouvertes, généralement, ou sur ce qu'on appelle du verbatim, sur des réclamations, par exemple, pourquoi pas. On va le mettre en place quand on veut mettre en avant des tendances sur des questions ouvertes et pour donner un premier aperçu assez fiable de données statistiques ouvertes. On va l'utiliser quand on veut traiter rapidement des questions ouvertes, donc c'est pas de l'analyse sémantique, c'est un premier niveau en fait, et ça sert justement à préparer au mieux ce qu'on appelle une analyse sémantique qui elle va permettre d'aller plus loin dans l'analyse du sens des mots. Là on est vraiment sur les mots et sur la grammaire uniquement. Donc nous, notre conseil, notamment dans le domaine des enquêtes, c'est de poser des questions ouvertes pour faciliter justement un traitement. L'une plutôt à vocation positive, exemple, vous avez demandé quels sont nos points forts, donc ça permettra de comprendre là, ce qu'on appelle la couleur, la positivité ou la négativité d'un verbatim, et l'autre à vocation négative, par exemple, quels sont nos axes d'amélioration. C'est vraiment, l'objectif c'est d'avoir une représentation rapide justement des questions ouvertes. On a ensuite des nouveaux graphiques qui sont ce qu'on appelle les tree maps, ou en français, alors le mot n'est pas très bon, donc on a gardé le terme anglais aussi, c'est graphique de compartimentage. Je vous ai montré un petit exemple tout à l'heure. Là ici, l'objet c'est de représenter des grands jeux de données avec des informations organisées de façon hiérarchique et donc en arborescence. C'est le graphique où j'ai pu zoomer, je ne sais pas si vous avez vu à l'intérieur. Donc là on va représenter par des rectangles des tailles numérique d'informations. Exemple, tout à l'heure, j'avais la répartition géographique de mes répondants, je crois. Donc par exemple, je représente la France avec un grand rectangle, et à l'intérieur de la France, je vais avoir la région Nord, je vais avoir la région Nouvelle-Aquitaine, je vais avoir la région PACA, je vais avoir la Corse, etc. À l'intérieur de la région PACA, je vais pouvoir zoomer sur le département des Bouches-du-Rhône. Puis ensuite, dans le département des Bouches-du-Rhône, je pourrais zoomer sur la commune de Marseille, de Aix-en-Provence ou d'Arles, par exemple, etc., etc. Et donc, du coup, je peux comme ça zoomer, dézoomer à l'intérieur de la data. C'est ça qui est intéressant pour représenter des jeux de données qui peuvent être importants et complètement illisibles dans d'autres types de graphiques. Donc là, l'optique, c'est justement de représenter des données par rapport à des niveaux géographiques, mais aussi, pourquoi pas, par rapport à des données liées à de la segmentation produit, segment, gamme, produit, etc. C'est très adapté pour visualiser des grands ensembles sur ce type de graphique-là, et donc c'est parfait pour les données qu'on appelle des données hiérarchiques. On en a un autre qui justement sert à exprimer le même type de données à la base, qui s'appelle le sunburst ou le rayon de soleil. Vous voyez un petit exemple en haut sur le côté. Là encore, c'est pour représenter des grands jeux de données hiérarchiques, mais on va le représenter sous une forme circulaire. Là, on est toujours pour représenter des données par rapport à un niveau géographique, hiérarchique, etc. Mais c'est plus adapté pour descendre dans les petites catégories. Donc par exemple, quand on est, comme je le disais précédemment, sur un pays, ou alors le monde, un pays, une région, bah, du coup c'est beaucoup plus pratique pour visualiser la région, puisqu'on va être sur les extérieurs justement. Je vous remontrerai quelques petits exemples si on a encore un petit peu le temps à la suite. Donc voilà, quelques-uns des exemples visuels justement. Vous recevrez tous cette présentation, donc c'est vraiment des jeux de données que permettent de faire un outil d'analyse comme Vocasa. On peut se poser la question si parfois toutes les données sont bonnes à mettre dans des graphiques. Et bien la réponse elle est non. Parfois il vaut mieux faire un tableau parce qu'on a trop d'informations. Un graphique à lui seul, il suffit pas. Un tableau va servir justement lui à avoir une vue plutôt de détail. Les graphiques c'est très bien quand on veut représenter finalement un petit peu de niveau macro, sur des moyennes, sur des sommes, sur des pourcentages, sur des choses comme ça. Dès qu'on veut aller dans une finesse, par exemple si je veux représenter la note de satisfaction par agence et que j'ai 125 agences, mon graphique il sera forcément trop long, pas intéressant à lire, et donc on va, comme le disait je crois Thierry tout à l'heure, recatégoriser
pour dire je vais mettre toutes les agences de la Nouvelle-Aquitaine ensemble, toutes les agences de région parisienne ensemble, etc., pour que ça soit compréhensible, intelligible. Par contre, pour représenter le niveau de détail, je ferai un tableau. Et là, c'est utile évidemment lorsqu'on a trop de segments, que les critères sont trop nombreux, ou lorsque les données évidemment sont trop nombreuses. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un graphique, ça sert à communiquer. Un tableau, lui, servira à démontrer. Le tableau, il est finalement plus opérationnel et il permet de comparer lorsque les segments et critères sont nombreux. Je vous ai mis, vous aurez accès à un exemple d'enquête qui va justement être relié avec un tableau de bord. C'est pour ça que je vous ai mis les deux. Donc dans le document PowerPoint que je vais vous envoyer, vous pourrez cliquer directement là-dessus pour visualiser un questionnaire et donc le rapport entre le questionnaire, donc avec les questions, et le rapport avec le tableau de bord que l'on va faire. Comme ça, vous pourrez voir véritablement les deux volets et les deux sont évidemment reliés. Donc là encore, j'ai mis un exemple de tableau de bord et je vais pouvoir aussi vous montrer des analyses liées au verbatim. Donc je vais repartager mon écran. Hop. Je regarde un petit peu si on voit correctement. Et donc là, vous voyez, on est sur la notion de nuage de mots que je vous parlais tout à l'heure pour l'analyse de questions ouvertes. Et par exemple, je vais dire parmi toutes mes réponses, donc là, je vois que j'ai 1554 verbatims qui ont été inscrits. Et donc, du coup, si je veux ne prendre que les verbatims qui parlent de réduction, remise, promotion, je peux aller cliquer sur un filtre. Ça va me retravailler automatiquement mon nuage de mots-clés. Ça va me retravailler automatiquement mon graphique qui est lié à tout ça. Et donc, du coup, je vais passer uniquement ici à 188 verbatims qui me parlent de remise, réduction, promotion, etc. Si je reviens un petit peu sur les exemples que je vous indiquais tout à l'heure, donc on voit ici les barres verticales et horizontales, les barres horizontales en l'occurrence, que je peux m'amuser à filtrer également vu que je suis sur un tableau de bord. Je veux comparer par exemple la ville de Châtillon avec la ville de Courbevoie. Je vais cliquer sur filtrer. Automatiquement, toutes mes données sont filtrées directement comme je suis dans un tableau de bord. On va revenir un petit peu en arrière donc sur les graphiques en jauge dont je vous parlais tout à l'heure, sur les graphiques radar ou le graphique araignée ou sur les histogrammes avec représentation de données multiples.